Juillet 1994, 1,5 million de Rwandais fuient les combats et l'avancée de la rébellion Tutsi de Paul Kagame. Direction le Zaïre. Parmi cette foule innombrable, Marie-Béatrice Umutesi et ses proches. Moi, je me rappelle, je pensais qu'une bombe allait tomber sur le pont et qu'on ne pourra pas aller au Congo. Et puis, je me rappelle aussi des militaires congolais qui étaient de l'autre côté, non pas pour nous accueillir, mais pour nous dépouiller. Pendant 2 ans, elle reconstruit sa vie dans des camps de réfugiés à Bukavu. Mais en octobre 1996, le Front patriotique rwandais au pouvoir à Kigali lance une attaque générale pour mettre fin aux infiltrations des milices Hutus au Rwanda. Pour Marie-Béatrice et des dizaines de milliers de réfugiés, commence alors une fuite éperdue qui va durer 1 an. Quand on fuit, on ne réfléchit pas, on ne pense pas, on fuit seulement. On voulait mettre le plus de kilomètres possible entre les rebelles et nous. Marcher plus vite, plus loin, toujours marcher 10, 15, 20 heures par jour, fuir le danger, direction Kisangani. Mais une armée zaïroise en déroute bloque 150 000 personnes au camp de Tingi-Tingi. Il n'y avait pas à manger. L'aide humanitaire est venue beaucoup plus tard. Et les enfants qui avaient 2, 3 ans, quelques mois, il n'y en a pas beaucoup qui ont survécu à Tingi-Tingi. Les vieilles personnes sont mortes. Enfin, c'était vraiment... c'était le camp de la mort, quoi. L'aide internationale arrive au compte-gouttes et les promesses du Haut-Commissariat aux réfugiés sont balayées par une nouvelle attaque des rebelles alliés du Rwanda. Je pense que la communauté internationale, c'est ça le problème, ne voyait pas en nous des êtres humains, mais des génocidaires qui quelque part méritaient ce qu'il est arrivé. La fuite reprend vers l'ouest à travers la forêt congolaise. La peur, la faim, la maladie accompagnent ces cohortes de réfugiés. Les retardataires sont massacrés. Durant cette période, 300 à 500 000 personnes sont mortes ou portées disparues. Quand j'ai commencé à marcher, j'avais des enfants avec moi et certains sont morts, d'autres ont disparu. Et quelque part, je me dis, j'ai le devoir de mémoire. On ne doit pas les oublier. Si on les oublie, c'est comme les tuer une deuxième fois. Recueillie par une famille congolaise, Marie-Béatrice sera retrouvée par un ami hollandais, humanitaire, en mission dans la région de Mbandaka. Elle rejoindra Kinshasa par bateau, puis l'Europe. Son livre, Fuir ou mourir au Zaïre, est référencé dans le rapport de l'ONU sur les violences en République démocratique du Congo de 1993 à 2003. André Chawa, qu'est-ce qui va se passer après ce rapport? Est-ce qu'on peut s'attendre à des poursuites judiciaires? Est-ce que le président du Rwanda, Paul Kagame, a du souci à se faire? Disons que pour lui, la formule est simple, mal est fait. La seule publication de ce rapport met à nu des vérités qui étaient quand même dissimulées depuis un très grand nombre d'années et ouvre la porte à d'autres incriminations, que ce soit les massacres à l'intérieur du Rwanda, que ce soit les assassinats de personnalités étrangères qui étaient témoins, des Espagnols, des Canadiens, des Belges, enfin un Croate, etc. Bon, donc la porte peut être ouverte à un basculement, c'est-à-dire à une exigence de vérité. Mais est-ce que ça menace pas le socle même de ce régime rwandais? Il le menace dans la mesure où il atteint le noyau dur, c'est-à-dire la légitimité et la réputation des libérateurs. Bon, mais ceci, pour tous ceux qui sont familiers du Rwanda, savaient quand même bien que c'était un système qui reposait sur la marche en avant et d'une certaine façon la fuite. Guillaume Lacaille, comment est-ce qu'on a réagi en République démocratique du Congo, dans la rue, les gens dans la rue, à ce rapport? La réaction des Congolais est pas très surprenante. Elle est de dire, mais on vous l'avait bien dit. Ça fait des années qu'on vous parle de notre drame, ça fait des années qu'on vous raconte ce qui s'est passé. Et jusqu'à présent, vous avez fait preuve d'un 2 poids, 2 mesures. Et bien maintenant, heureusement que vous sortez ce type de rapport. Et la réaction du gouvernement congolais aussi est d'une certaine manière assez positive. Le ministre de la Justice a réagi, l'ambassadeur congolais aux Nations Unies a réagi, et les deux ont
dit en gros, ce rapport arrive au bon moment. On a besoin d'une justice dans notre pays. On a besoin de l'aide de la communauté internationale pour cette justice. Maintenant, il faut trouver des voies techniques qui permettent de juger non seulement les criminels congolais, mais les criminels rwandais, les criminels des autres nations. Il y a un désir de justice d'un côté. De l'autre côté, il y a un désir aussi de ne pas se fâcher avec Kagame, avec qui Joseph Kabila vient de se réconcilier. Comment est-ce que Kabila va justement se dépatouiller de tout ça, le président congolais, Joseph Kabila? Il y a une élection présidentielle quand même dans quelques mois là-bas. Oui, dans un an. Ça va peser sur cette élection? Oui, ça risque de peser, mais je pense que ça explique aussi la réaction assez mesurée des autorités congolaises. Pour le président, à un an des élections, il ne faut pas se couper de l'électorat congolais, qui en veut pas mal au Rwanda pour les crimes qui sont mentionnés dans ce rapport. Donc pour lui, il s'agit à la fois de donner une certaine forme de justice, ou alors en tout cas de donner des preuves que c'est ce qu'il veut à son électorat, tout en ménageant l'alliance qu'il est en train d'essayer de consolider avec le Rwanda. André Gichawa, il y a eu au Rwanda des massacres des deux côtés, il y a des souffrances des deux côtés. Est-ce qu'au fond, le Rwanda n'a pas intérêt à le reconnaître? Est-ce que c'est pas la condition pour aller vers une réconciliation, si tant est qu'elle soit possible? Oui, enfin, moi je dirais qu'à la limite, le rapport sera un moment important. C'est la fin de la période de justice dite populaire. Presque 1,5 million de personnes ont été jugées, presque 1 million ont été condamnées de manière univoque. Il n'y a que des Hutus. Là où la communauté internationale a défailli, c'est notamment avec le tribunal pénal international. Son écran de télévision, il est resté noir sur la moitié. On n'a pas voulu analyser ce qui s'est passé dans le camp vainqueur. Et ça, c'est terrible. Enfin, d'une part parce que ça accrédite une version erronée de l'histoire, ça accrédite une version, si vous voulez, de blanchiment, un peu comme une sorte d'indulgence. Et ça, c'était ce dont bénéficiait Kagame. Maintenant, je pense que les bases d'un débat, je dirais, rééquilibré sont données. Restera à voir si la justice internationale suit. Il va falloir un tribunal spécial. Est-ce qu'on imagine qu'à la fermeture du tribunal pénal international l'an prochain, on va en redémarrer un autre pour juger le camp vainqueur? On ne peut pas imaginer que la région soit remplie de tribunaux pénaux. Donc la probabilité qu'il y ait des suites judiciaires, elle est très faible. Mais l'essentiel, c'est que cela a été dit. Enfin, et je pense que c'est déjà un pas énorme pour la réconciliation. Vous êtes d'accord, Guillaume Lacaille, en un mot? Et ce qu'il y a d'intéressant dans cette histoire, c'est que c'est peut-être le premier pas vers une remise en cause d'une impunité qu'on voit encore aujourd'hui. Les conséquences de ces crimes... Parce qu'il faut dire que les crimes continuent aujourd'hui dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il y a des morts, il y a des femmes violées en grand nombre. Oui, absolument. Il y a des morts, il y a des victimes qui se transforment en bourreaux, des bourreaux qui se transforment en victimes. Et puis, il y a surtout quelque chose qui est assez spectaculaire. Vous pouvez regarder dans le monde entier, c'est un cas assez unique, le Congo. La population est visée presque systématiquement. Et cette impunité qui, jusqu'à présent, a subsisté, a permis ce genre de choses. Et il faut, d'une certaine manière, rappeler à tous les acteurs de la région, au plus haut niveau comme au niveau local, que s'en prendre à la population n'est pas une manière de faire la guerre, mais n'est pas une manière d'avancer ses intérêts économiques ou politiques. Merci à tous les deux de nous avoir éclairés sur ce rapport, sur ce dossier. Merci aussi à Bernard Paris, Michel Lachkar, Gabriel Lorne et Martin Matesso qui m'ont aidé à préparer cette émission. Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande, André Gichawa, votre livre Rwanda, de la guerre au génocide, les politiques criminelles au Rwanda entre 1990 et 1994. Et le témoignage donc de cette femme que vous avez vu tout à l'heure, fuir ou mourir au Zaïre, Marie-Béatrice Oumutessi. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau Zoom. À dimanche.